stars are only visible in darkness. Étonnamment, le début de cette aventure ne commence pas sur les flots, mais bien sur la neige. Depuis la naissance, Éléonore a une vision très réduite due à un cancer des rétines. Une différence qui n'a pourtant jamais freiné ses ambitions sportives. Ici, je vois la porte rouge, je vois la bleue après, mais déjà beaucoup moins nettement. Après, je vois un point rouge, un point bleu et puis juste des points. Je la vois parce que je sais qu'elle est là, j'ai déjà vu le parcours une fois et je la vois mais c'est pas net. J'ai des amis ici qui la voient skier, ils disent waouh quoi, enfin, c'est avec son handicap. Enfin, nous quand on est dans le brouillard, on skie, on est tout perdu. Et ici même en plein soleil, elle est toujours dans le brouillard, donc elle est toujours derrière et elle skie de mieux en mieux en plus. Cool, c'est bien. Si vous êtes juste, vous prenez tout de suite de la vitesse. Malgré le voile qui recouvre constamment son horizon, Éléonore et Chloé, sa sœur, qui est aussi son guide, sont arrivées au sommet du handiski. En seulement 6 mois de temps, les sœurs Sana se sont hissées à la 2e place de la Coupe d'Europe au général. Éléonore, c'est ma petite sœur, c'est ma petite sœur, oui. Et par rapport au ski, c'est mon binôme, mais en même temps, c'est quelque chose de fort parce qu'un binôme de sœurs, ça n'arrive pas souvent et il paraît que c'est ce qui marche le mieux. Et, pour l'instant, ce qu'on vit, c'est génial. On parcourt le monde ensemble. From Belgium, the duo of Eleanor Sana and guide Chloe Sana. Cela fait 18 ans qu'Éléonore et sa famille se battent pour que son handicap ne soit pas une fatalité. Un combat qui a débuté dès sa naissance et qui aujourd'hui semble prendre tout son sens. En fait, c'est presque une récompense. Je dirais, c'est l'impression que ce qu'on a mis en place avait du sens. Ça donne sens à beaucoup de choses, vraiment. De voir Éléonore affronter des choses où les gens diraient « mais c'est pas possible », c'est chaque jour qui a construit ça. Allô. Depuis sa naissance, Éléonore l'a prouvé. Elle n'a pas peur des défis. Pour Cap 48, elle a accepté de participer à la Fastnet Race, une course au large de renommée mondiale. Un défi qu'Éléonore appréhendait dès le début de l'aventure. J'aime pas trop la mer en fait. Je suis pas à l'aise avec ce qu'il y a en dessous, je connais pas, j'aime pas, ça me stresse un peu. Si je comprends bien, t'aimes pas la mer, tu connais pas le bateau, tu connais pas les gens et tu serais pas là. Donc... Pourquoi j'y vais? Pourquoi t'y vas? Parce que c'est une expérience quand même qu'on va pas me proposer plusieurs fois et que s'il faut le faire maintenant, quoi. C'est à Lorient, en Bretagne, que l'équipe Cap 48 s'est rencontrée pour la première fois. C'est ici que cet équipage, pas comme les autres, va prendre conscience du défi de taille qui les attend. Ça y est, on est dans la place, là. On est arrivé à la Cité de la Voile Éric Tabarly. Donc la Cité de la Voile, elle a été créée autour de l'ancienne base des sous-marins de Lorient, qui a été construite par les Allemands en 40-45. Et ils en ont créé un gros pôle de course au large. Donc là, on va aller s'occuper du petit bateau, le voir pour la première fois déjà. Son nom de baptême, c'est Teranga. C'est du sénégalais. Ça veut dire bienvenue en sénégalais, quoi. Voilà, nickel. Ça va pour ça? C'est un moment important pour Éléonore et le reste de l'équipage. Ils vont enfin découvrir le voilier sur lequel ils vont devoir vivre à 6 durant plusieurs jours de course. Voilà Teranga, donc Cap 48 de Bruxelles. Tu t'attendais à ça? Non, on m'attendait à moins large. Si le bateau penche d'un côté, oui. Ça va prendre trop de temps et on va tomber. Il y a plein d'embûches, c'est sûr. C'est ça qu'il va falloir apprendre à se déplacer sur le pont pour se déplacer en toute sécurité. Eh ben, on va s'amuser. Oui. On peut visiter? Oui, tout à fait. Alors. Parce que c'est grand, alors on en a pour quelques heures, je suppose. Voilà.
Voilà, alors tu choisis ta chambre. Alors ici on rentre dans l'habitacle du super bateau de course. Donc assez rapidement, le centre névralgique du bateau, c'est la table à cartes, où on va décider de nos stratégies, communiquer. Sur les côtés, là, on a des bannettes pour aller dormir. Alors quelquefois, quand la mer est vraiment trop dure, on dort à même le fond du bateau. Donc, je peux m'entraîner en dormant sur la carpette de mon chien. Tout à fait. Exactement la même chose. Vraiment pas un gramme de trop. Voilà, l'objectif c'est de gagner du poids. Dire sur une taille de bateau comme ça, dans un bateau de croisière, ce serait un beau petit palace quoi. On n'a pas pris cette option-là. Ah ouais. Je vous présente les toilettes. Youhou. Un seau qui sert pour la vaisselle et un seau pour les toilettes. Il ne faudra pas trop se bourrer. Attention de pas tomber, ouais. On va devoir rester 4 jours dans un bateau, sans toilette, sans douche, sans rien en fait. Donc, ça va pas être facile. Ici, on va en fait sortir du port de Lorient et on apprend directement à être dans l'action. Et on découvre à l'instant la grand voile qui est en train de se hisser. Et là, tu fais quoi? On a appris beaucoup de noms que j'ai pas encore bien retenus, mais on apprend à travailler en équipe aussi. Alors, première dose d'Éléonore. Et en parenthèse, c'est Éléonore qui pilote déjà le bateau. Jonas, il a très vite donné la barre, par exemple, à Éléonore. C'était un super moment, je pense, pour elle. Et pour nous, de voir Éléonore rapidement barrer. C'est un bateau qui vaut une maison. C'est un bateau avec lequel il ne faut pas faire de bêtises. Et pourtant, après quelques minutes en mer, il était déjà à nous céder la barre et à nous montrer les sensations qu'on peut avoir à la barre. Alors, si ça peut t'envie, on va Alors pareil, tout le monde. Un petit peu. Ça te fait rire, toi? Qu'est-ce qui te fait rire? Je fais n'importe quoi. Dis, tu fais n'importe quoi? Je m'attendais pas à ce qu'on soit tout de suite jeté dans le bain comme ça. Donc on avait commencé par une mer calme et petit à petit augmenter tout ça, mais non, on a commencé par une mer pas très calme, beaucoup de vent, donc c'était plus dur. Avant la course, l'équipage doit absolument apprendre à se déplacer sur le voilier, car le plus grand danger pour un marin, c'est de tomber à l'eau. Séance d'entraînement en mer agitée. Et quand on vit un moment pareil avec la vision d'Éléonore, la situation devient tout de suite encore plus impressionnante. Le jour était assez costaud avec des vents à plus de 30 nœuds, donc c'était une mise en bouche assez impressionnante pour des novices en tout cas. On a trouvé la douche des filles. Et ce qui était intéressant, c'est que l'équipage s'est approprié le bateau et le déplacement, ont bien écouté comment se déplacer sur un bateau et on se sont sentis plutôt assez rapidement à l'aise sur ce déplacement qui, le fait de s'accrocher, de manœuvrer, même avec un peu de mer et du vent et des embruns dans la figure, ça marchait plutôt bien.
point noir au ras de l'eau. Là, en portant comme ça, le nez il sort de l'eau et c'est super. Je trouve quelques sensations d'il y a très longtemps sur les bateaux. C'est agréable, tu cherches à savoir d'où vient le vent et à positionner le bateau pour. Et puis lui, il cherche vraiment la performance aussi, le meilleur placement, la meilleure disposition des voiles. C'est très agréable. C'est fait pour le surf, voilà, le voile il va partir. Voilà, tu surfes, hein. Tu sens, ouais, voilà, là il part bien. Des nouvelles sensations, j'avais jamais fait ça et là j'ai senti quelque chose de nouveau et ça m'a plu franchement. J'aime bien la mer en fait. Jonas s'est absenté et nous laisse le bateau. T'imagines le niveau de confiance du mec. D'inconscience. Il a peur de rien. Le niveau d'inconscience. Mais il s'est absenté loin ou... Il est à la table à cartes. Je sais pas si ça veut dire qu'on est perdu ou pas. Pour pouvoir participer à la Fastnet Race, il fallait que l'équipe de novices soit entourée d'un grand professionnel. Jonas Jerkens est le skipper belge qui a le vent en poupe. Pour se frotter au meilleur et se consacrer à sa passion à Lorient, il a quitté la Belgique il y a déjà une dizaine d'années. Déjà, c'est sûr que je suis complètement passionné et que j'étais certain que c'était ça que je voulais faire, que j'avais vraiment trouvé le milieu dans lequel je voulais m'épanouir. Et la mer, entre autres, hein, ce n'est pas que le côté sportif, c'est aussi le milieu de la mer en général qui m'attirait et qui m'attire de plus en plus d'ailleurs, et qui est passionnante. Après, c'est sûr qu'il y a eu des hauts, des bas. C'est une question de mental aussi, de continuer à essayer d'atteindre son objectif. Et puis d'entourage aussi, parce que c'est encore plus compliqué pour ceux qui sont autour. Donc regarde, toi t'es là. T'es là en rouge. La famille de Jonas, c'est Jess, sa femme et leurs 2 enfants. Un trio qui lui envoie régulièrement des forces depuis la Terre. Est-ce que ça va bien, papa? Oui. Sans doute, j'espère. Tu dis oui. Bah oui. Papa. Le bon marin, ça va être aussi celui qui est équilibré dans sa vie personnelle et professionnelle. Quel amour. Voilà, gros câlin, papa. Les enfants et Jess, c'est sûr que ça me fait aller plus vite, hein, parce que c'est toujours le paradoxe du coureur au large, c'est quand on a envie d'une chose, c'est de partir en mer, et puis quand on est en mer, on a envie d'une chose, c'est d'être revenu plus vite possible. Il y a de la mer, hein. La force tranquille. Ouais, je dirais ça. Ça va très vite. Je dirais que c'est un diesel, Jonas. Il lui faut le temps de s'installer dans le rythme particulier de la course au large. Et une fois qu'il y est, il va tout donner. Je pense qu'il est très battant. Il ne va jamais lâcher. C'est un des derniers espaces de liberté où on peut tout à fait pas s'occuper de son téléphone ou du quotidien, d'un rendez-vous, etc. Donc l'espace-temps change complètement par rapport à ce qu'on peut vivre à terre. On peut être complètement dans une bulle, un peu comme on est enfant. Quand on est enfant, on n'a pas cet aspect de temps, de contraintes de rendez-vous, de stress du quotidien. En mer, on peut retrouver cette bulle qui est assez unique, je trouve, et qui est finalement une énorme richesse à notre époque. Après s'être battu durant plusieurs années contre les éléments, aujourd'hui Jonas récolte le fruit de ses efforts, comme ce jour où il a remporté les sables les Açores. Retour en Bretagne, où notre bateau nous attend. Si le temps nous le permet, dans quelques heures, nous allons passer notre première nuit à bord du voilier. Cap sur l'Angleterre, d'où partira la course. C'est l'heure du convoyage et il devrait durer 48 heures.
Normalement, pour faire la Fastnet Race, il faut faire 300 000 en course de qualification pour être au départ de la course, qui doit être validé auprès du comité d'organisation de la Fastnet. Là, en l'occurrence, par rapport à notre programme, que ce soit professionnel et par rapport au défi qui était un peu particulier, j'ai fait une demande de dérogation. Au lieu de faire une course, de faire un parcours de qualification minimum au départ de Lorient vers Cowes. Ils demandent ce genre de qualification pour prouver que l'équipage est capable de naviguer d'une part et de tenir un peu en mer et sur quelques jours au large. C'est plus une sécurité d'une part pour l'organisateur, mais aussi pour les participants qui se rendent compte dans quoi ils s'engagent. Voilà. Bon, ben voilà, Teranga, de nouveau. Bah ça y est, Tanguy a déjà squatté sa couchette. Voilà. C'est ma seule inquiétude, moi. J'ai enlevé la bouée. Non, mais c'est bien en fait, c'est bien. Tu te sens bien? Ouais, nickel. Mais là, t'es sur 2 couchettes. Hein. T'es sur la doudoune du chien plus la couchette. Ah bah ouais, double. Non, en fait, c'est pas mal. Pour Éléonore. Elle est nickel. Donc Éléonore, on a de quoi faire ton chocolat chaud. Ce qui est quand même génial. Je trouve ça génial. Là, ce qui me perturbe, c'est que tu vas être là, tu vas être là à dormir, et t'as un mec qui fait son café là, quoi. Est-ce que tu veux un petit peu de chocolat chaud? Et ça s'adapte au mouvement du bateau. C'est ça qui est génial, tout à fait logique. Hein. Ouais. On s'en rendra plus compte en mer. J'avais gardé un mauvais souvenir des lits, mais en fait, ça va très bien. Là, Jean-Philippe, en l'occurrence, il va remonter l'hélice qu'on a démontée hier pour la vérifier. On a des plongeurs qui nous aident à avoir une carène bien propre. C'est très très important pour la vitesse du bateau. Vivre assise durant plusieurs jours à bord d'un bateau, cela demande de prévoir du matériel pour se nourrir, se changer, mais aussi tout simplement pour naviguer. On le sent tous, les affaires sérieuses vont bientôt commencer. Donc ici, on a un peu tous les plats possibles. Donc ici, ce sera goulash de bœuf et pommes de terre. C'est pas mal. C'est spécial pour toi. Sweet morning. Ah oui, c'est truc du matin, ça c'est du matin. Parce que morning, ça veut dire matin. Du nasi goreng. Comme ça. En fait, c'est tous les mêmes paquets. Il y a juste le nom qui change. Ça, c'est spécial caméraman. Et cow-boy. Merci. Là, on devait partir dans normalement 1 heure. On va retarder parce que la situation météo, c'est qu'il y a un bulletin d'alerte orange sur la France, donc, qui vont du Finistère jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Et du coup, qui dit alerte orange dit phénomènes qui peuvent être dangereux. Là, en l'occurrence, c'est des orages violents, voire des trompes d'eau ou petites tornades. Oula, ok. Trompe d'eau en tout cas, donc on se donne une marge de sécurité supplémentaire. Ça me stresse quand même un peu, parce que j'en parle de ce temps qui me stresse depuis 3 jours. Et je me demande, donc on va partir, on aura quoi comme temps? Ça peut être des conditions tout à fait maniables, voire pas beaucoup de vent. Et puis d'un coup, il y a un gros nuage qui se crée. Et sous ce nuage-là, ça peut être... c'est un vent en rafale, donc ça peut monter de 10 nœuds, ça peut aller à 40 nœuds. Donc de 10 nœuds, on est à 80 km/h d'un coup. Ah mais c'est rassurant, ton truc. Le temps se gâte et cela se voit. Les orages sont aux portes de l'Orient. Jonas a donc décidé de partir de nuit. Étrange moment d'attente que l'on essaye de faire passer plus vite en partageant un dernier verre à terre. Secteur nord-ouest 4 à 6, précipitation 4-7, en cours de nuit. Rafale. Mer, devenant agitée.
et à forte. Le diagnostic, c'était un rétinoblastome bilatéral génétique, une maladie dont nous n'avions jamais entendu parler. Et le premier espoir, c'était sauver les yeux, sauver le résidu visuel d'Éléonore, parce que à l'époque, ça remonte à plus de 17 ans maintenant, beaucoup d'hôpitaux se contentaient d'enlever les yeux pour enlever le cancer, enlever la tumeur, donc ils enlevaient les yeux. C'est un peu comme si le monde s'arrêtait de tourner. Heureusement, ça ne dure pas. Excusez-moi. Parce que le monde ne s'arrête pas de tourner. Et que l'annonce est terrible. Vous vous dites, on tombe dans un puits sans fond. Et on tombe, et on tombe, et on tombe, et on se dit, ça ne va jamais s'arrêter, cette chute. Et puis, très, très rapidement, il faut donner à manger à ce bébé. Et ça, ce sont des choses toutes simples, langer ce bébé, qui font que, non, on n'est pas en train de tomber, on est dans la vie, et les étapes doivent se faire d'heure en heure, parce qu'Éléonore avait pas tout à fait 2 mois et demi quand on a eu le diagnostic, et donc la vie va être différente, mais c'est la vie quand même. Tiens, on peut couper ça en 2, Michel. Oui. Maman, toi tu prends du jambon, oui, toi tu manges ça plus facile. Non, c'est courte là, ça. C'est pas assez de force, hein, vous savez. C'est un très gros. Il ne suffit pas d'être autonome pour voyager à travers le monde ou pour dévaler les pistes de ski ou pour se rendre chez des amis, mais aussi pour se nourrir au quotidien, se préparer, penser à préparer correctement son sac. Et donc, toutes ces choses-là, on y a fait attention. Une grande fratrie, c'est une chance, mais je dirais même, pour nous, c'est vraiment une force. Et dans tous les sens, pas seulement pour Éléonore, mais également pour nous tous. Maman, il y a des photos là-dedans. Il n'y a pas moi, nous. Oh, il y a Chloé. Écoute qu'on était moches. Toutes les deux, on a toujours été hyper... ça a toujours été comme mon petit bébé. C'est ça qui est un peu difficile maintenant qu'elle grandit, c'est qu'il faut la laisser grandir. Quand est-ce que vous vous êtes dit les choses vont aller mieux que ce qu'on avait imaginé tout au début, qui était fort noir? Je pense que c'est quand on a pu intégrer qu'elle n'allait pas mourir. On sent qu'il y avait une petite appréhension. Départ de nuit, c'est déjà un départ en soi, c'est quelque chose. Enfin, partir en mer, surtout avec la nouvelle équipe qui n'avait pas encore passé de nuit en mer. Et là, on part directement de nuit. Donc, moi, j'aime bien, c'est un peu magique de partir de nuit, justement. Le convoyage, c'était probablement une des parties les plus difficiles du trip, peut-être parce que moi j'avais trop confiance au début, quoi. Je me suis dit là, c'est la partie cool, ça va être assez simple, on va prendre nos marques et puis ça va aller crescendo. Et au contraire, au lieu de faire ça, je pense que ça a fait ça tout de suite. Donc moi j'étais assez vite un peu vaseux, pas tout à fait à l'aise sur le bateau, le temps était dégueulasse. Donc ça, c'était assez compliqué, quoi, parce que je me suis dit, oula, si la courbe, elle continue de descendre pendant tout le défi, ça va être difficile.
voyage fait partie intégrante de la préparation d'une part et du défi. Ça a été une des parties les plus difficiles au final, parce que l'équipage passait ses premiers jours réellement en mer, après plusieurs heures, dans des conditions pas faciles, sans être à mariner. Donc du coup, le mal de mer peut venir beaucoup plus rapidement, surtout que comme souvent la Manche qu'on a traversée était assez compliquée. Voir si résister à cette petite houle là. Je suis beaucoup plus inquiet pour le mec qui est derrière cette caméra. Ça doit pas être évident à tout le monde. Alors en fait ici on est à l'avant du bateau, sur les voiles, et c'est ici que j'ai dormi la nuit, qui a été très agitée. Il y a eu des vagues, j'imagine qu'elles étaient énormes. Le bateau tapait super fort contre les vagues, j'avais l'impression que la coque allait exploser et que j'allais bientôt me noyer, donc ça faisait un peu peur. Je ne vous cache pas que la situation n'est pas facile. Un petit peu rude, je ne peux plus. Et pour enlever une veste, une salopette et un pull, je crois que ça m'a pris plus ou moins une demi-heure tellement chaque geste compte. Tanguy a été malade, le caméraman a été malade, j'ai été malade et je le suis encore. D'ailleurs, je suis en train de vous parler et c'est difficile. Je pense qu'on doit être en plein milieu de la Manche. Et elle tient bien sa réputation, quoi. Ça se coupe bien. Si au deuxième petit matin, le mal de mer a commencé à se dissiper, d'autres ennemis sont arrivés dans les parages, les cargos et les ferries, véritable danger pour un voilier. Ouais, il a l'air de pas trop faire. Il devait être 8-9 heures du matin, ça a commencé à sauter de tous les côtés. On s'est penché avec Éléonore, on a regardé, elle les voyait très très bien. Donc c'était vraiment super parce que je me dis, on va lui décrire un peu comment ça se passe, où ils sont placés, comment ils sautent. Et, on les voyait très bien un peu sous l'eau, c'était féerique, quoi. Et puis ils sont passés d'un côté puis de l'autre du bateau, et puis on est allé se mettre assez à l'avant, à la proue du bateau. C'était un très 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 beau moment. Ça. Alors Tanguy, content de retrouver le plancher des vaches? Carrément. Comme dans toutes les grandes aventures, il y a des super moments quand on a vu sortir les dauphins, qu'il faisait beau, qu'il faisait plat, que tout le monde était heureux. Puis il y a des moments plus difficiles quand on se rend compte que la mer est forcément par moments pas notre ennemi, mais disons qu'on est chez elle. 2 jours, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même énorme, j'ai l'impression. Moi, je dirais que c'est les premiers jours les plus difficiles. Hein, donc, si tu as eu la niaque pour faire ce qu'on a fait là, tu vas avoir la niaque encore plus avec l'adrénaline de la course, la motivation des concurrents à côté. Tout le monde croche dedans, a envie de comprendre et de bien faire. Donc, en mer, de toute façon, il y a des plaisirs simples
de voir des dauphins, de voir un beau ciel étoilé qu'on n'a pas vu du tout cette fois-ci, mais c'est pour ça qu'on va retourner en mer, c'est pour aller voir ce qui reste à voir. C'est comme la remontée mécanique là, tu vois. Je pense qu'on a fait la remontée mécanique et puis maintenant on va skier quoi. Donc ça va balancer ferme. Fastnet race is just one of the must-dos. It's one of the great races around the world, and its history, obviously, it's authentic, it's historical, it's real. It throws curveballs at you. It has tons of current. You round this iconic rock. There's nothing about the Fastnet race that isn't cool. I think this is my 8th or 9th Fastnet race, and every one has been completely different. And I would imagine this will be different too. Anybody can win the race. They're sailing against the best sailors in the world. You know, people have done the Volvo Ocean Race, the America's Cup. They're here to try and win this race. And yet, big or small, we don't know. The weather will decide who's going to win this race. And amongst the big boats and the small boats, there's really some really good quality and serious competition. Dans 24 heures, le grand départ de la course. Nous ne sommes pas encore remis de ce convoyage mouvementé et pourtant, tout s'enchaîne. Il faut valider notre participation et aussi accueillir une nouvelle recrue dans les rues de Kos. Ça vaut de l'or, ça. C'est maintenant que je choisis mon équipage. Alors toi pendant le convoyage, c'est pas mal. Mal de mer. Voyez honneur, grand standing, parfait. Ouais, pas de commentaires. Bon, Denis, tu dois encore faire tes preuves. Ouais. Moi, j'ai navigué sur pas mal de supports et entre autres en classe 40. Ça a l'avantage que justement, c'est un milieu qui mélange et les professionnels et les amateurs éclairés et qu'on peut donc participer à des belles courses comme la Route du Rhum ou la Transat Jacques Vabre. Et donc, ça permet de se frotter à ces gens-là et c'est ça qui est assez amusant. Alors, on va mettre au caméraman. Yes. Allez, toi, tu le mérites. On a encore besoin de toi. Et là, avec compétiteur 2015. Youhou! Ah ouais. 1, 2, 3. Fastnet race. Je disais qu'on vient de rentrer le Tourmentin, qui est cette voile-là, et qui, comme son nom l'indique, a l'air de sortir qu'en cas de tourmente. On espère ne jamais la revoir. Ouais, c'est bon, vas-y. Bah attention aux questions que tu me poses quand même. Et quand la dernière fois que vous avez regardé le Jardin extraordinaire, hein? Comment ça? C'est réglage fin là. shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Oh, what shall we do with a drunken sailor? Early in the morning, hey, ho! Hooray, up she rises, hooray!
a bed with a captain's daughter. Put him in a bed with a captain's daughter. Oh, put him in a bed with a captain's daughter. Early in the morning. Hey ho! Ok, donc là en fait on passe dans une porte pour se faire agréer pour le départ par le jury. Donc on doit présenter le tourmentin, c'est la voile orange qu'on voit derrière nous. On doit présenter la grand voile qui est réduite au maximum et tout le monde doit avoir son gilet. Et puis on passe devant le jury et c'est comme ça qu'on est agréé pour aller au départ, qui vous donne le OK pour se rendre sur la ligne et participer à la course. État d'esprit motivé, partant, et l'important n'est pas de participer, mais bien de gagner. Non, c'est l'inverse, pardon, participer. Moi, je suis impatiente de partir et stressée un peu. Moi, je pense qu'il était temps qu'on y aille et on est bien là sur ce bateau, l'équipe est vraiment chouette et c'est top, il était temps. Très content d'être sur l'eau, très content de faire partie de ce beau projet et impatient d'aller virer le Fastnet. Jonas, il est tendu. Tendu, tu es tendu. C'est vraiment impressionnant. Autour de nous, il y a 350 équipages. Cette course est mythique et ça se ressent vraiment maintenant. Il faut dire qu'elle existe depuis 1925, c'est quand même pas rien, mais il n'y a pas de vent. Comme c'est une course à la voile, il faut attendre le vent. Donc là, on passe tout doucement, on avance plutôt avec le courant. Bon, après, tout le monde est à la même enseigne, donc c'est comme ça. Donc le vent devrait rentrer un peu plus tard dans la journée. Et en attendant, on essaye quand même de faire avancer le bateau. Mais c'est pas facile. C'est un moment assez paradoxal parce que c'est une course, et dans notre mentalité, une course, ça démarre très vite. On imagine mal le gars tirer au départ d'une course d'athlétisme et les gars marcher pendant les 10 premiers mètres en se regardant tranquille. Or là, ça fait un peu ça, quoi. Bang, t'entends, c'est parti! Et t'as le bateau qui va pas très vite. Ça, c'est étonnant. Donc il y a un côté un peu frustrant, et en même temps intéressant. C'est quasiment en parallèle avec notre défi, quoi. C'est-à-dire que tu es dans les éléments. Tu choisis pas d'avoir un départ très rapide parce que notre mentalité nous dit le départ, ça doit être rapide. Non, là, le départ, il est lent. Toute la difficulté du moment, c'est la proximité avec les autres voiliers. Avec la force des courants et un peu d'audace, on arrive alors à se frayer un chemin. Qui est la priorité de vous deux, là? C'est quoi qui est la priorité? Éléonore, elle est elle aussi très impressionnante. Et puis elle est très forte parce que malgré tout, à plein de moments, elle me dit non, là j'ai pas besoin de toi, je vais continuer tout seul. Je m'attendais à avoir plus de handicap que ça. Les différences ne sont pas un frein à nos rêves et Éléonore est en train de parfaitement le prouver. Il y aura des difficultés peut-être dans le futur, mais comme il y en aura pour tout le monde. Donc c'est exactement ça qui m'intéresse, moi, c'est de trouver un ensemble qui marche comme un seul homme et ça a l'air d'être bien parti. Ça va aller mieux là. On sent que l'équipage comprend tout doucement le rythme de la course. Les manœuvres, les placements tactiques, la position par rapport aux autres. Tout l'équipage a commencé à se prendre au jeu. Ça a l'air c'est spécial. Sérieux, c'est normal que c'est déjà un aspect de vomi ou pas? Dire le défi, c'est pas de faire la course. C'est de bouffer ça pendant 3 jours. Mais vraiment, quoi. C'est une horreur, ce truc. C'est normal que ce soit aussi liquide, sincèrement. Il vaut mieux que ce soit liquide. Parce que si c'est... Qu'est-ce que tu vois? Parce que Tanguy a... Hélène voit du vomi. Ça fait plaisir. J'ai perdu 4 jours. Un petit agrume, je sais pas moi. C'est la fin du premier jour de course. La météo est plus ou moins bonne. On a du vent, mais pas énormément. Il paraît que ça va monter très fort dans les jours à venir. Il est 20h30 et je vais me reposer pour pouvoir aider pendant la nuit. La nuit, ça continue à naviguer, donc on va devoir continuer à s'activer pour faire avancer le bateau. Et il risque d'avoir des changements de voile à faire. Donc pour le moment là c'est calme, le bateau avance bien. Donc
on va en profiter pour se reposer puis pour mieux attaquer cette nuit. Il y a moins de vent et qu'il y a beaucoup de courant, donc par rapport au modèle théorique de météo qu'on avait reçu, ça change un peu la donne, ça fait partie des aléas. 24 heures sur 24, on ne se rendait pas tout à fait compte de ce que cela voulait dire. C'est un rythme étrange, particulier. Il faut enchaîner cycles de sommeil court et efforts physiques intenses. La course nous impose vraiment tout son rythme. Mais très vite, alors qu'on ne s'y attendait pas, on est pris au jeu de la compétition et on se prend à rêver de gagner des places dans le classement. Le max qu'on peut faire avec le petit poids. Alors, on était dernier, mais là, on est en train de faire un boulot monstre pour se sortir des petits airs. Et on vient de passer un classe 40, donc au moins un. Je suis en train de scruter, voir s'il n'y en a pas 2, 3, 10, 20. Il y en a 2, il y en a même 3. 3 classes 40 au moins là-bas. Donc j'avais vendu du top 15, donc on va s'accrocher, on va se battre pour aller chercher ce top 15. Le début de course un peu difficile, mais il paraît que je suis diesel. Donc, Je ne voyais pas très bien ce que ma fille allait pouvoir faire. J'avais imaginé un enfant qui vivait plus ou moins dans le noir, entouré de nous, mais je pensais que ça allait être très très difficile. Et donc je n'avais pas imaginé une seconde évoluer aussi bien, gagner autant en assurance, découvrir le vaste monde, parce qu'on nous avait annoncé une vision de 50 cm, une vision très très imprécise, mais à 50 cm. Et donc je me souviens tout au début, quand on a commencé la prise en charge, l'objectif c'était de lui faire comprendre qu'au-delà des 50 cm dans lesquels elle avait un petit résidu visuel, il y avait 50 autres centimètres. Et encore 50 et encore 50. Il reste encore plus de 400 000, donc on n'est même pas à un tiers de la course. Bon ben les amis, fin du deuxième jour de l'aventure. On nous avait prévenu des terreurs de la mer d'Irlande et voilà qu'on a traversé les beautés et les douceurs de cette mer du sud de l'Angleterre pour le moment. Le temps est calme, le moral est au beau fixe, tout le monde est sec. Tout à coup, on voit la vitesse du bateau diminuer, 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 diminuer. On se retourne de tous les côtés, on regarde, on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Denis cherche de tous les côtés et en fait on se rend compte qu'on a chopé un premier casier de pêche. Si on arrive très vite sur ce genre d'endroit et qu'on ne le voit pas, ben, forcément ça retient le bateau et donc ça arrache une partie du safran. Un truc dans la quille? Ouais. Et là, Denis, qui aime bien, je pense, un peu la baston du moment, me dit ouais, là, bon, on prend le couteau, on coupe le truc, et s'il faut, on plonge tout le bateau et on va. Wow, Denis, on voit plus la côte, il fait noir, calme-toi, quoi. Et puis, juste au moment où il dit ça, où j'ai l'impression qu'il a presque envie qu'il faille le faire, le casier part, quoi. Donc, on est tout content, on reprend nos feintes idiotes et je le charrie un peu sur le fait qu'il soit incapable de contourner un cajot, qu'on n'avait évidemment pas vu. Et donc on a pris son petit frère, genre 2 minutes après. Mais là, par contre, on l'a pris carrément dans la quille, donc on ne voyait pas du tout. Mais par contre, on entendait le bruit de la bouée contre le bateau. Ah, c'est là, c'est ici. Voilà. Donc on a vite affalé la voile de devant. On voit assez profond, hein. On voit la corne. Donc le casier se libère et rebelote. Je vois le casier s'en aller avec soulagement et je sens un petit dépit chez notre ami Denis. Le pêcheur, il va pas retrouver ses filets demain.
Le réveil toutes les 2 heures se fait de plus en plus dur. Surtout quand on doit dormir à même la coque, faute de place. On a tous envie d'un bon lit et d'une très longue douche. Un sentiment qui passe très vite quand on se retrouve seul au monde, face à la mer. Réveil sympa, jeunesse? Bah ouais, écoute, il y a des copains derrière, donc c'est un réveil toujours très sympa. Qui était devant, donc évidemment, on a dépassé pendant la nuit. Après un beau petit travail de Denis et Tanguy, a priori, donc c'est super. La nuit a été bonne, mais non, après, il faut continuer à être concentré parce que si on les a rattrapés, ils peuvent très bien nous rattraper en 4-5 heures aussi. Donc, comme c'est des conditions de vent qui sont très changeantes, voilà, il faut rester concentré, il faut jouer avec les petites risées, il faut continuer à essayer d'être malin. Surtout avec ton bonnet à la Bourville. Attends, c'est pas fini. Avec cette neige, elle était vachement malin. En tout cas, je sais pas si on était plus malin, mais on était plus rapide. Ouais. C'est clair. Autour de nous, une mer d'huile, mais on le sent, cela ne va pas durer. Jonas s'agite devant la table à cartes. Il faut déplacer le matériel pour rééquilibrer le bateau en prévision d'un changement météo important. L'arrivée au phare du Fastnet se prépare. Le plus difficile reste à venir. Celle-là, alors, on passe de l'autre côté. Ça va vraiment commencer à donner à partir de ce soir, dire. Là, c'est encore assez serré. Ça doit donner, quoi. Non, ça va monter crescendo, ouais. Bon, prêt à être mouillé? Parce que là, en gros, le vent commence à monter. Donc la mer commence un peu à se former aussi. Les vitesses augmentent, donc je pense que sur le pont, ça va commencer à bien tremper, quoi. Donc on met bottes et pantalons. Ça va être humide, mais en même temps, c'est pour la bonne cause, c'est pour la vitesse. Donc, Travailler à l'avant du bateau, c'est jamais facile parce qu'il y a des vagues qui peuvent passer, qui peuvent balayer le pont, le bateau bouge tout le temps, etc. Et d'une part, la tension qui avait été mise dedans, et pour redescendre la voile, il a fallu s'y prendre à 3 pour descendre cette voile à plusieurs reprises. Donc non, c'est pas facile. C'est tellement bien bloqué qu'on n'arrive même plus à le descendre à un certain moment. On s'est bagarré pendant 3 quarts d'heure ou 1 heure avec cette voile. Jour 3, ça y est, il est 21h30, la nuit est tombée et Denis et Tanguy dorment, alors les autres, eh bien, ils veillent actuellement sur le bateau. Ça veut dire qu'on devra aller dormir vers minuit et se réveiller vers 2h, 3h du matin, ce qui n'est pas trop mon truc. Là, on est vraiment parti puisqu'on est en mer d'Irlande. Le phare approche à grands pas puisque le vent s'est levé et notre bateau va du 10 à 12 nœuds, ce qui est pas mal. Hein. Donc il est en train de se lever pour l'instant, on a les embruns. On y est, ça y est, on est dans la Fastnet Race, ça c'est sûr. Ok, quand vous voulez. On est sur le pont du bateau, on voit ce phare apparaître, disparaître dans la nuit, un tout petit point qui tourne dans la brume avec du crachat, on le voit à peine. On sait que c'est dangereux parce qu'il ne faut pas aller se taper dessus, qu'il ne faut pas aller trop loin, qu'en même temps c'est la course, donc il y a des concurrents à gauche et à droite. Il y a des creux qui doivent atteindre 2-3 mètres. Il faut faire des manœuvres. Il y en a qui sont malades sur le pont. Il y a des objets qui bougent d'un côté à l'autre du bateau. Il y a Denis qui, à la barre, se retourne régulièrement pour soulager son mal de mer derrière lui. Alors, en même temps, Jonas qui donne des instructions, qui est très carré et qui est lui aussi assez excité, je pense, par le fait que ça devienne difficile. Je crois qu'il s'est énervé parce qu'on était dans un moment délicat, qu'il y avait beaucoup de bateaux autour de nous, puis aussi parce qu'il était dans la compétition. Oui, c'est un moment très fort.
y est, le Graal est atteint, c'est le phare de la Fastnet. Ça a été un peu chaud boulette, voilà. Apparemment, ça fait partie du jeu à la Fastnet. Mais globalement, c'est bon, on est reparti. Le tout est de savoir si les concurrents ont eu le temps de se tailler loin devant nous ou pas. On n'a pas encore la réponse. Très souvent, je me suis vu à l'eau, derrière le bateau. C'est un danger, quoi. Jonas, il me regarde dans les yeux et dit « On est vraiment en milieu hostile ». Bon, je vais vous montrer comment on fait la vaisselle à bord du classe 40 Teranga. Meilleur que n'importe quel lave-vaisselle. Bon, il faut juste un bateau, aller en mer d'Irlande et faire le pas de traite. J'espère que les gens, en regardant les images, comprendront la difficulté et le message qu'on veut faire passer. C'est-à-dire qu'on a tous près de chez nous des gens qu'on pourrait qualifier a priori de plus faibles par rapport au canon de normalité. Mais que faire du sport avec eux, faire une activité, avoir un défi, avoir un objectif avec eux, c'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de faire une équipe avec tous les gens les mêmes. Ça nous offre toute une gamme d'émotions et de sens et d'impressions différentes. En mer, on vit dans un milieu restreint, on voit assez rapidement la personnalité des gens et on connaît plus rapidement les gens en 4 jours qu'en 2 ans quelquefois, donc on va plutôt au bout des choses et des limites. Hi, is the boat Teranga, Cap 48. We are arriving. On voit arriver des bateaux après nous, avec des gars tous habillés les mêmes, avec des gros muscles, et on est arrivé avant, quoi. Donc il y a un peu de fierté par rapport à ça, même si c'est pas le principal. Le gars qui a gagné, je crois qu'il gagne une grosse montre en or qui brille là. Moi je saurais pas très bien quoi en faire, on sait pas ce qu'on en ferait. Nous on a gagné, j'espère, de souder justement cette équipe et de montrer que c'est possible de faire des groupes avec des gens différents. Et c'est même souhaitable parce que c'est beaucoup plus gai, mais si on était tous les mêmes. Tumble, I'll hold you forever.